En ce qui concerne la rédaction des statuts, vous voyez que voilà, toute l'efficacité, chez moi, d'une société repose sur la rédaction des statuts. Donc voilà les clauses auxquelles il faut être plus particulièrement attentif, les finalités économiques et juridiques de la société. Dans mes statuts, je commence très souvent par un préambule, voilà, où je vais expliquer, je vais motiver la création de la société. Alors maintenant, le Code civil a créé, a introduit la raison d'être d'une société, mais chez moi, c'est finalité de la société. Je commence par finalité de la société. Et j'inscris les raisons qui ont poussé à la création de la société. Parce que si le schéma d'ensemble, l'organigramme d'ensemble, alors si c'est la holding, j'explique tout le schéma d'ensemble, tout l'organigramme, et je dis comment ça fonctionne. Voilà. Et je motive et j'explique pourquoi j'ai fait ça. J'explique parfois pourquoi je n'ai pas fait ça. Vous voyez ? Et pourquoi ? Parce que j'aide les personnes tierces à comprendre. Notamment si c'est l'administration fiscale. Tout est écrit. Tout est expliqué. Motivé. Et je rajoute éventuellement des décisions jurisprudentielles qui ont écarté la qualification en abus de droit pour des motivations économiques. Par exemple, donc ça c'est du copier-coller de jurisprudence, la société civile, par exemple, permet d'écarter les problèmes de l'indivision successorale, d'écarter les problèmes du démembrement de propriété. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de nécessité, sauf pour la fiscalité, de recourir au démembrement de propriété. Dès lors que le client veut un dividende, tout le monde se dit « Ah, dividende, usufruit ». Non, vous voyez, encore on est encore accroché à des croyances comme ça. Mais non, on peut, par le jeu d'une répartition inégalitaire du dividende, octroyer à une personne minoritaire en capital la majeure partie du dividende. Alors, si cette disposition-là était utilisée à des fins fiscales, évidemment, elle se heurterait au risque de l'abus de droit fiscal. Exemple, j'ai des enfants qui sont minoritaires au capital et je décide c'est un cas de jurisprudence, de leur verser la majeure, ou voire la totalité, ou presque la totalité du dividende dans les 5 ans qui viennent. L'administration fiscale est attaquée. Elle dit, mais attendez, vous voulez en fait transférer un patrimoine aux enfants en franchise de droit de mutation à titre gratuit. Alors, la Cour a traité le sujet comme ça, la réponse, mais attendez, non, il ne peut pas y avoir une libéralité, donc pas de taxation au droit de mutation à titre gratuit, parce que pour qu'il y ait donation, eh bien, une donation ne peut porter que sur un bien présent. Or, un dividende, il n'est pas né. Donc, ça ne peut pas être qualifié en donation. Donc, il ne peut pas y avoir de droit de mutation à titre gratuit. Mais vous voyez bien que, voilà, l'intention, c'était vraiment bon. Donc, l'intention, hein, j'attache une importance particulière à quelle est l'intention du client. Si l'intention du client, c'est... J'en ai eu encore un au téléphone. Ah oui, mais alors pour les droits d'enregistrement, donc en fait, on fait de l'économie. Je dis, écoutez, on ne va pas travailler ensemble. Voilà, j'ai trop de clients. Non, mais c'est comme ça, hein, quand même. Parce que, vous voyez bien que là, du coup, c'est le but est fiscal. Donc, mais chez moi, ce n'est pas critiquable. Pourquoi ? Parce que ce sont les enfants qui sont majoritaires en capital. Si les enfants sont majoritaires en capital, en principe, ils devraient recevoir l'essentiel du dividende. Si le dividende est versé aux parents, vous voyez bien que j'œuvre pour l'administration fiscale, pour les finances de la France. Pourquoi ? Parce que si le chef d'entreprise s'approprie l'essentiel du dividende, qui peut être plus imposé d'ailleurs que si ce sont ses enfants qui perçoivent le dividende, bien, mais s'il décède aussitôt, vous voyez bien que les sommes seront soumises à nouveau au droit de mutation à titre gratuit. Alors que si j'avais versé les sommes aux enfants, à proportion du capital, je n'aurais pas eu de droit de mutation à titre gratuit à verser. Donc vous voyez que, en fait, avec moi, le client, il paye plus. Donc, si il s'approprie la majeure partie du dividende.
Donc ce n'est pas critiquable. Attention donc à la rédaction de l'objet social, surtout pour les sociétés civiles, hein, puisqu'on a vu que toutes les décisions qui dépassent les pouvoirs du gérant doivent être prises à l'unanimité des associés, sauf clause contraire, aux règles de majorité, à l'attribution des droits de vote plural. Arrêtons les AGO, arrêtons les AGE. À la répartition des droits économiques, la répartition inégalitaire de dividendes par les parts de préférence. Du bonus de liquidation, par exemple. Là aussi, hein, toujours, il ne faut pas que ce soit à motivation fiscale. Aux modalités d'apport, de rémunération et de retrait des comptes courants des associés, pour l'ensemble des associés, que ce soit IR ou LIS, de la société, pardon, c'est qu'un compte courant est exigible à tout moment, sauf clause contraire. Voilà. Alors, ça arrive dans les sociétés civiles, hein, justement, que voilà, les modalités d'apport, de retrait, de rémunération du compte courant sont décidées par... Voilà. De telle sorte que si un gros compte courant, et ça c'est une règle constante, hein, un compte courant est exigible à tout moment, même si il peut mettre la société en difficulté. C'est la règle. Donc je vais peut-être, ça dépend de la volonté, c'est peut-être une proposition que je vais émettre dans les statuts, c'est que les comptes courants sont bloqués, bien sûr, hein, mais jusqu'à l'âge de 25 ans. Sauf décision contraire mais jusqu'à 25 ans, ou alors par anticipation, pour acquérir la résidence, s'il s'agit d'une société civile, ou pour acquérir une société, ou pour créer une société pour l'enfant notamment. Vous voyez, je vais motiver toujours le blocage des comptes courants. Aux conditions dans lesquelles les statuts peuvent être modifiés, on l'a vu, aux conditions d'entrée et de sortie des associés, les clauses d'inaliénabilité, les clauses d'agrément, les clauses d'exclusion, à la méthode d'évaluation des parts. Et ça pour toutes les sociétés. Donc ça, ça a eu un changement, je ne sais plus à quelle année, il y a presque une dizaine d'années, je pense, mais non, moins que ça. Je ne sais pas si c'est un peu antérieur à la loi Pacte. Voilà l'idée. Et ça me gêne, ça, c'est un truc qui me gênait pour toutes les sociétés, c'est que lorsqu'un associé était autorisé à se retirer, eh bien, à ce moment-là, pour l'évaluation des parts, le juge nommait l'expert, et l'expert avait le pouvoir souverain pour évaluer les parts, à moins de commettre une erreur grossière. Et des erreurs grossières, il y en avait eu. Bon, mais à part l'erreur grossière, eh bien, l'avis de l'expert s'imposait pour le calcul de la valeur des titres, en cas notamment de rachat. Maintenant, les statuts doivent préciser les modalités, notamment du calcul de la valeur des titres. Ben oui. Sinon, c'est l'expert. Si les statuts ne précisent pas en cas de conflit, ce sera l'expert. Donc une des premières choses à faire dans les statuts. D'ailleurs, j'écris que les titres de préférence, que toutes les catégories, tous les titres ont la même valeur. Alors là, ça, vous voyez, on me dit souvent, monsieur Royal, enfin, les catégories A valent beaucoup plus cher que les catégories Z, que les catégories B. Je dis, attendez, relisez les statuts. Les statuts précisent que les préférences s'éteignent pour toute transmission de titres. Toute transmission. Donc vous me les achetez, ça devient des catégories ordinaires. Est-ce que vous êtes prêt à me les racheter 100 fois plus cher? Parce que j'ai 100 droits de vote et 100 droits financiers pour la catégorie A. Je dis, non, ça devient en ordinaire. Donc, non. Donc, c'est la valeur vénale, la valeur du marché. Quel prix êtes-vous prêt à mettre, à me payer pour l'achat de mes titres? Si vous me dites que vous me les achetez au prix des catégories A, alors qu'en fait, vous allez acheter des catégories O, libre à vous. Mais d'ailleurs, c'est une précision importante. Notamment, vous voyez bien que dans le pacte du trail, je conserve des actions ou des parts de catégorie A, puisqu'on peut faire un du trail sur des parts de société civile dès lors qu'elle détient en bas une société opérationnelle.
Donc l'idée, c'est que je profite pleinement, tiens, du dispositif fiscal, bon, et en transmettant le plus possible du capital. Et vous voyez qu'on pourrait, éventuellement, l'administration fiscale pourrait argumenter en disant, mais attendez, vous n'avez rien transmis, puisque les parts A, j'estime qu'elles valent 100 fois plus cher. Je dis, ben non, regardez. Voilà. Impossible. C'est la valeur vénale. Le critère, c'est toujours la valeur vénale. Vous n'avez pas, et vous me rachetez en fait les parts A valent des O. Voilà. C'est une précision vraiment importante à insérer dans les statuts. Attention au pouvoir de la direction, à son remplacement en cas d'incapacité juridique ou de décès, hein, et on va nommer successivement. Je me donne même la possibilité de révoquer, moi seul, hein, par avance, les gérants ou les présidents successifs qui ont été nommés dans les statuts. Comme ça, si je ne m'entends plus avec eux, ben voilà, je constate par un acte de décision, puisque c'est moi qui décide, hein, j'ai pas la collectivité des associés, donc un compte rendu d'acte que je dépose au greffe en disant, ben voilà, le président après moi c'était un tel, mais non, je change d'avis, et hop, circuler. Et c'est ne pas s'enfermer. D'ailleurs, j'ai coutume de dire que j'ai pas de clients. C'est vrai, j'ai pas de clients. Pourquoi? Parce que une fois que les clients ils partent avec des statuts comme ça, où c'est tellement souple, où il a tous les pouvoirs, qu'il n'a pas, il n'a pas nécessité de me voir. Non, je rigole parce que je pense à un client hier qui m'appelle et qui me dit ouais Henri, quand même tes statuts c'est compliqué. Je dis ouais mais c'est efficace. Ah ben je dis attendez, je les lis avec mes spécialistes là qui m'entourent, on regarde si c'est possible, et me dit tout est possible avec là. Voilà, donc et il n'y a même plus l'assemblée, donc ils n'ont plus nécessité de venir me voir, en fait. C'est ça, c'est vrai. Hein. Sauf ceux qui sont toujours des entrepreneurs, mais il y en a relativement peu. À la rémunération du dirigeant, il faut prévoir aussi que ce n'est pas la collectivité des associés qui va décider de la rémunération du dirigeant. Alors, ça c'est valable pour tous les statuts, quelle que soit la forme sociale, prévoir la nomination du mandataire des actions ou des parts indivises. Je lis dans les statuts encore, là, tiens, j'ai un rendez-vous justement pour discuter des statuts d'une grosse société, mais tiens, en cas de, voilà, dans le cas où les parts indivises sont représentées par un mandataire unique, désigné à la demande du plus diligent. Le plus diligent, et si ça ne va pas, ben c'est le juge, la justice, qui va décider du mandataire des parts en indivision. Important, pourquoi? Parce que chaque indivisaire a la qualité d'associé. Mais en aucun cas, un indivisaire ne peut voter. Vous voyez que un associé peut être privé du droit de voter, hein, puisqu'un indivisaire a la qualité d'associé, mais un associé en aucun cas ne peut voter. Il est obligatoirement représenté par un mandataire unique. Ben moi, dans les statuts, je nomme le mandataire unique. C'est moi. Oh, comme par hasard. Les parts ou les actions ne sont pas encore en indivision, mais c'est dans le cas où elles le sont, vous vous rendez compte, le pouvoir hein, quand même, hein, du mandataire, eh bien c'est moi qui suis le mandataire. Ah, tiens. À la nomination du liquidateur. Si je décide de liquider la société par anticipation, alors il vaut mieux que ce soit moi qui soit liquidateur. Sinon, il est nommé par le juge. Donc, vous voyez ce que j'en pense. Hein. Pour les sociétés civiles, prévoir éventuellement le compte courant débiteur, les prêts aux associés, dans l'objet social, si vous souhaitez que ce soit une décision de la gérance. Alors c'est pour ça que première gérance, compte courant débiteur, ouais, mais gérance suivante où j'ai mes enfants, à qui confier les pouvoirs, vous vous rendez compte du pouvoir? Si il est seul, le gérant qui sera nommé, il est seul à pouvoir décider de s'accorder un prêt à lui-même, remboursable dans 40 ans, vous voyez bien que je n'ai pas envie forcément de lui confier ce pouvoir-là. Donc, je suis attentif à ce pouvoir-là. Moi, oui, mais après moi, est-ce que je donne... C'est pour ça que je peux avoir intérêt à limiter l'objet social après moi, par exemple, ou à mettre une clause particulière dans les statuts en ce qui concerne le compte courant derrière d'associés ou sur les prêts, sur les comptes courants débiteurs. Et à limiter la responsabilité du mineur associé jusqu'à sa majorité. Voilà. Je vous propose une pause.